Le Pacte civique de l'Isère, depuis 2 ans, a comme sujet d'étude la filière carnée, qui, comme vous le savez, est une composante majeure du système alimentaire. Voilà. C'est un système qui est en grande actualité en France ces temps-ci et au-delà de la France. Cette filière va depuis l'éleveur, le producteur, jusqu'au consommateur. Et en ce qui, dans notre travail, nous avons un périmètre de notre initiative qui est le département de l'Isère. Dans la méthode que nous avons suivie comprend deux parties. La première partie, qui a pris 1 an et demi environ, ça a été à différents moments des visites de terrain tout le long de la filière, c'est-à-dire on a été visiter des éleveurs, des distributeurs, des intervenants pardon, sociaux en amont des consommateurs. Donc ces visites se sont étalées dans le temps et ensuite, après cette première étape, au trimestre dernier, de 2023 trimestre, l'organisation a été faite de réunions en partenariat avec les institutions locales euh, de deux événements. Et je vais dire un petit peu aussi quels sont ces événements. Alors, d'abord, en ce qui concerne les rencontres de terrain, ça constitue, je dirais, un aspect original de notre action du Pacte civique Isère. Et elles se sont déroulées sous forme d'interviews sur la base d'un questionnaire et ont fait l'objet de comptes rendus qui ont vraiment reflété la richesse des échanges avec les différents intervenants de la filière, comme la diversité des situations. Donc concernant l'amont, c'est-à-dire les éleveurs proprement dit, nous nous sommes rendus dans de petites exploitations de bovins surtout, aussi de chèvres ou de volailles, et nous avons été marqués par le haut niveau de compétences et de capacité d'initiative collective de nos interlocuteurs. On peut dire que ces agriculteurs sont des vrais chefs d'entreprise, au sens plein du terme. Nous en avons conclu que pour définir une politique adaptée à chaque territoire, il est indispensable que ces professionnels soient co-décisionnaires. On pourra en discuter. C'est dans cette perspective que le premier événement dont je parlais a été constitué sous la forme d'une table ronde tripartite entre professionnels intervenants de la filière carnée, des élus politiques de différents niveaux et des élus syndicalistes. Nous tenons à les remercier tous, et notamment les politiques et leurs services euh, consacrés à l'alimentation dans la communauté de communes du Grésivaudan pour leur contribution à la rencontre qui s'est tenue sur leur territoire. Le second événement, une conférence donnée au sein de la métropole grenobloise, a également été montée avec les élus concernés et le service correspondant. Cette conférence a soulevé un grand intérêt du public, d'où la présence ici de Nicolas Bricasse, chercheur de Montpellier, titulaire de la chaire alimentation de l'UNESCO. Ces deux rencontres se sont tenues en octobre-novembre dernier dans le cadre du plan alimentaire interterritorial de l'alimentation, donc de l'Isère. Et ce qui nous a fait bien plaisir, c'est deux points. Premièrement, l'étonnement des élus sur la présence effective des éleveurs lors de la table ronde tripartite, ce qui manifestement, au niveau des politiques, n'avait pas souvent réussi, et même, il disait, c'est très rare qu'on ait pu le réussir. Et le deuxième point, c'est la bonne tenue des deux événements, bien dans l'esprit du pacte civique.
Donc les rencontres de terrain et ces deux événements ont fait l'objet de la lettre information du Pacte Civique Isère numéro 13 que vous avez, qui vous a été distribuée. Et maintenant, Régis Morera, également membre comme moi du collectif du Pacte Civique Isère, va intervenir pour une brève présentation des résultats de la table ronde tripartite. Bonjour. Voilà, c'est une petite synthèse de notre lettre info relatant ces deux événements. Alors, concernant le point de vue, tout d'abord, le point de vue du nutritionnisme. Donc, une alimentation équilibrée et durable est celle qui répond aux besoins de notre corps en calories et nutriments. Nous mangeons des aliments, mais leur apport n'est pas équivalent. Pour avoir une alimentation plus équilibrée, il faut consommer plus de fruits et de légumes, moins de viande, mais 45 à 60% de protéines animales sont nécessaires car elles sont source de très nombreux d'autres nutriments que l'on ne trouve pas dans les produits végétaux. Concernant le point de vue des éleveurs, il y avait 4 éleveurs isérois à notre table ronde, une éleveuse de porcs, chèvres, vaches, un volailler et 2 éleveurs de bovins à notre table ronde du 27 octobre. Et tous étaient en élevage extensif bio ou raisonné et en circuit court. Alors, au cœur des tensions agricoles, il y a d'abord les prix de leurs produits et les revenus des éleveurs. Ils pensent que ne pas être plus cher que dans le cadre conventionnel, mais que la population en général est assez déconnectée des réalités du monde agricole. On trouve souvent la meilleure qualité au meilleur prix chez le producteur local, mais il faut donner une meilleure part au budget alimentaire familial, peut-être au détriment des loisirs. La valeur ajoutée de la viande bovine est modeste, d'où la nécessité d'un maximum d'autonomie de l'exploitation pour dégager un revenu minimum autour du SMIC, notamment pour produire suffisamment de fourrage pour l'engraissage des animaux. Deuxième point qui a été soulevé, c'est le difficile maintien des exploitations familiales. Le juste et le durable, c'est aussi une juste rémunération du producteur avec les produits de son exploitation. Mais il n'y aura pas de production en face avec la difficulté de transmettre les exploitations. Ainsi, un jeune n'a pas les capitaux suffisants pour reprendre une exploitation. Le risque est d'une reprise par des grandes structures, un peu à l'américaine, avec des capitaux de gros distributeurs et de se retrouver face à ceux qui proposent de la viande artificielle. La politique agricole commune, la PAC, a un rôle énorme, majeur, car les primes sont attribuées à l'hectare et donc les agriculteurs qui font la course au foncier. Donc, les structures s'agrandissent et ne sont plus transmissibles faute de capital disponible. La conséquence étant que les acteurs étrangers peuvent prendre une part du capital. Maintenant, concernant les distributeurs qui s'interrogent, les consommateurs sont-ils prêts, dans le contexte d'inflation, à payer plus cher une alimentation carnée de qualité, a fortiori pour les précaires? Un distributeur gérant un supermarché constate que ses clients font des arbitrages, consomment moins mais mieux sur la boucherie, les fruits, les légumes et le vin. Ils cherchent à s'approvisionner en local mais doivent s'adapter à la demande et les promotions ne vont pas dans le sens du local. Concernant l'accès de tous aux produits de qualité, il existe autour de Grenoble des marchés solidaires bâtis sur le principe de permettre à chacun d'avoir accès à des produits de qualité. Ainsi, à Claye, certains consommateurs paient plus cher pour permettre aux plus précaires d'acheter des produits du producteur en dessous du prix. Concernant le point de vue des élus, ils étaient 6 élus à notre table ronde. Il y avait des élus de la métropole, de la communauté de communes du Grésivaudan, une conseillère régionale et un sénateur. Ils ont travaillé sur le
projet alimentaire interterritorial dans la perspective 2050. Ils ont rencontré des éleveurs, des distributeurs, et leur vision dans l'idéal serait de garder 90% de nos bovins allaitants pour maintenir en herbe nos prairies, pour que la forêt ne se referme pas sur les espaces agricoles, afin de maintenir du pastoralisme et de l'élevage et continuer à avoir un élevage en montagne avec une polyculture, donc des exploitations produisant une alimentation saine et durable. Des critères sont nécessaires pour apporter les soutiens pertinents. Les élus souhaitent des exploitations familiales à taille humaine, plutôt de la polyculture, du circuit court et de la nourriture à l'herbe. Il faudrait une vraie vision et une volonté politique pour amorcer ce changement, cette transition au niveau national et européen. On a besoin d'un autre modèle après celui d'après-guerre où il fallait produire plus par la mécanisation et l'utilisation des entrants. Ce nouveau modèle priorisera les petites fermes, favorisera l'élevage en plein air et rémunérera les éleveurs aux plus justes valeurs. La chaîne globale de cet élevage nécessite des étapes transitoires, portées par les agriculteurs et accompagnées par les collectivités. Nous avons le souci d'associer tous les partenaires, les entreprises de l'amont et de l'aval, les chambres consulaires, les collectivités, les consommateurs pour bâtir ce nouveau modèle. Le système actuel n'est pas durable, tous le constatent. Il épuise les ressources, l'usage des pesticides conduit à l'effondrement de la biodiversité. Il faut réduire drastiquement l'énergie fossile qui sert à produire l'engrais azoté massivement répandu, lui substituer des légumineuses qui enrichissent naturellement le sol en azote. Une part importante de la consommation d'énergie vient du système alimentaire, mécanisation, transformation, distribution, transport et réfrigération. Les dégâts économiques du système actuel, la pauvreté des agriculteurs, et il y a de plus en plus de précarité dans ce travail. En effet, la valeur ajoutée est concentrée sur les dernières étapes de la filière alimentaire. La rémunération des agriculteurs stagne. Nous sommes entrés dans une période de turbulence, en particulier avec les conséquences de la guerre en Ukraine, voire la crise agricole de janvier-février. Les enjeux de la gouvernance. Le système alimentaire est concentré en quelques mains. Les grandes entreprises, semences, engrais, produits, phyto, irrigation, mais aussi l'industrie de distribution et de transformation. Ce sont eux qui sont les plus grands investisseurs aujourd'hui dans le système alimentaire. Nous payons notre alimentation la moins chère possible, mais cela coûte à la société, avec des budgets santé et environnement qui explosent. Comment changer les rapports de force? Tout cela a été formaté à la mise en place après la Deuxième Guerre mondiale. Pour changer, c'est tout l'ensemble qu'il faut changer, ce qui est difficile, car il y a parmi eux des acteurs puissants. Alors, je pense que maintenant, je vais laisser la parole à Nicolas Bricas, qui va développer ces derniers éléments. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Michel Belachowski et ses collègues de cette invitation. Il y a une partie des choses que Régis Moreira a bien résumées, donc je vais aller assez vite pour essayer plutôt de me concentrer sur la question de la façon de modifier les rapports de force d'un système alimentaire qui est complètement verrouillé, sur lequel il y a finalement aujourd'hui un grand consensus sur le fait qu'il faut changer de modèle, mais on n'y arrive pas. Ça fait déjà maintenant plusieurs décennies qu'il y a des gens qui ont lancé des alertes, et je vais essayer
de donner quelques pistes là-dessus. Donc, en quelques mots, moi, je suis socio-économiste. Je travaille sur la durabilité des systèmes alimentaires depuis déjà longtemps, dans une unité mixte de recherche qui est à Montpellier, qui associe des gens en économie, socio-anthropologie, sciences politiques, sciences de gestion, d'un côté, et de l'autre, nutrition publique, et qui travaille en particulier sur la question de la dégradation de l'état de santé de la population dans les systèmes alimentaires industrialisés. Je suis titulaire de la chaire UNESCO Alimentation du Monde, donc c'est un programme de formation, de recherche et de dialogue sciences-société qui est labellisé par l'UNESCO. Et puis, je suis membre d'un panel international d'experts sur les systèmes alimentaires durables qui s'appelle IPES Food, mais qui comprend une vingtaine d'experts du monde entier et qui travaillent à fournir de l'argumentation, des chiffres, de l'analyse aux acteurs qui essayent de faire changer le système et donc alimenter ces acteurs en arguments pour, bah oui, on peut dire pour modifier le rapport de force. Donc Régis Moreira, il a dressé un tableau de la non-durabilité du système alimentaire. Je vais aller très très vite dessus, montrer quand même pourquoi c'est bloqué et puis donc, comme je vous l'ai dit, présenter quelques pistes pour ce qu'on appelle une démocratie alimentaire, contribuant à modifier les rapports de force. Bon, non-durabilité des systèmes alimentaires industriels, c'est-à-dire utilisant massivement des ressources non renouvelables, puisant dans le sous-sol, d'une part de l'énergie, hein, historiquement du charbon, puis du pétrole et du gaz, de l'uranium, et puis maintenant des terres rares pour faire tourner des systèmes d'énergie dits renouvelables. Et puis de l'autre, l'usage massif des engrais minéraux, le phosphate et la potasse. Et c'est ça vraiment, on peut dire, le modèle industriel avec une production de masse, avec l'arrivée massive du progrès de la chimie, de la génétique et puis désormais du numérique dans le fonctionnement du système alimentaire. Et donc, ça épuise d'un côté les ressources, l'effondrement de la biodiversité, c'est connu, l'énergie fossile que ça contribue à épuiser, le phosphore qu'on épuise, il faudrait rajouter la potasse parce qu'on commence à voir aussi la fin des mines de potasse, la surexploitation du poisson, en particulier dans la mer, la surexploitation et la pollution de l'eau, la surexploitation des sols, d'un côté, et puis de l'autre, ce qu'on peut appeler la saturation des milieux, changement climatique, pollution à l'azote, les algues partout, dans les eaux douces et dans les eaux de mer, l'eutrophisation, les résidus chimiques, et je pense en particulier aux résidus de pesticides, et puis enfin les plastiques, micro et macroplastiques, tous les enjeux de nutrition et de santé, le maintien de certaines carences dans des populations qui sont qui n'ont pas accès à une alimentation équilibrée, mais c'est surtout lié au système industriel qui a surproduit du gras, du sucre et du sel, le surpoids, l'obésité, facteur de risque de maladies comme le diabète de type 2, les résistances microbiennes liées à l'usage massif des antibiotiques en élevage, et puis l'intoxication humaine aux résidus chimiques, d'une part les résidus de pesticides et d'autre part les plastiques. Non-durabilité socio-économique avec le maintien d'une très grande pauvreté, et en particulier en milieu agricole, la précarité du travail dans le système alimentaire, depuis la main-d'œuvre agricole jusqu'au livreur de pizza, avec tous les intermédiaires dans la transformation, la restauration, la distribution, le transport, etc. La très grande inéquité dans la répartition de la valeur ajoutée, c'est-à-dire que c'est l'aval de la chaîne qui vend ses produits de plus en plus chers avec beaucoup d'attributs immatériels sans rémunérer davantage le producteur qui reste en fait le plus mal rémunéré dans la chaîne alimentaire. Et puis, depuis 2008, on a connu trois crises très graves en matière de prix internationaux, la crise de 2008, la crise de 2011 et la crise de 2020-21, avec en particulier la reprise post-Covid et l'accélération par la guerre en Ukraine. Et puis enfin, dernier point, la question de la gouvernance. Une immense concentration des pouvoirs, hein, une très grande opacité de ce que font en particulier les entreprises en matière de stratégie sur l'alimentation, et puis une grande impunité. Les entreprises polluent, accaparent les ressources, accaparent les revenus, et il n'y a aucun moyen, en fait, aujourd'hui, de faire pression sur ces entreprises. Donc,
Le tableau est assez sombre. On commence à calculer le coût de ce qu'on appelle ces externalités négatives, c'est-à-dire le coût pour la société. Alors, quelques repères, mais à la limite, reportez-vous à un document qui est en ligne gratuitement sur le site de la chaire UNESCO qui s'appelle Les coûts cachés et juste prix de notre alimentation, qui synthétise 4 études. Retenez que quand vous achetez 100 euros de nourriture, il y a entre 100 et 200 euros de coûts pour la société, coûts sanitaires, coûts pour la santé et coûts environnemental. Et puis la FAO qui vient de sortir il y a quelques mois son State of Food and Agriculture, le fameux SOFA qui sort tous les ans, qui est consacré cette année à un calcul du coût pour la société des systèmes alimentaires dans tous les pays du monde. Alors, je vous ai juste relevé celui de la France. Retenez ce chiffre, 177 milliards de dollars par an. C'est le coût sociétal de notre système alimentaire. Un coût que c'est pas le coût qu'on paye, hein, c'est le coût le coût pour la société, en particulier le coût sanitaire et le coût environnemental. À l'échelle mondiale, c'est 10% du produit national brut de l'ensemble des pays du monde. Et dans les pays à faible revenu qui ont justement besoin et d'investir et de faire face à l'accroissement démographique, on est à plus du quart. Donc ça pénalise énormément ces pays à qui on a imposé ce modèle industriel. Un petit travail également que vous pouvez retrouver sur le site de la chaire ou sur le site du CIRAD, qui a été une expertise collective qui a associé 60 chercheurs spécialistes des risques et des facteurs de risque. Vous en avez la liste ici. Et la cartographie, quand on fait la cartographie de ces facteurs de risque, on s'aperçoit qu'on a toute une zone intertropicale dans laquelle ces facteurs se combinent, se superposent et génèrent des migrations massives, des effondrements localisés, et qu'on a vraiment pris conscience en associant tous ces travaux de chercheurs qui travaillent sur des risques sectoriels. Quand on croise ces risques sectoriels, on s'aperçoit qu'on rentre vraiment dans un monde turbulent. Et puis, un mot sur ce qu'a révélé quand même la reprise post-Covid et surtout la guerre en Ukraine, c'est la dépendance de nos systèmes industriels vis-à-vis de systèmes techniques et d'acteurs sur lesquels on a perdu la maîtrise. Notre système alimentaire est complètement dépendant de l'énergie fossile que nous ne produisons quasiment pas, par exemple en France, complètement dépendant de quelques entreprises qui fournissent les semences, les engrais chimiques et minéraux et les produits phytosanitaires. C'est vraiment une poignée, elles se comptent sur les doigts de deux mains et qui font la pluie et le beau temps sur la réglementation essayant de réguler l'usage de ces intrants. Ce sont les grandes entreprises du machinisme agricole, la dépendance très forte au marché financier et la nouvelle dépendance qu'on est en train de découvrir et qui fait que la question de Taïwan est extrêmement sensible. C'est qu'en fait, le système alimentaire, mais comme d'autres systèmes d'ailleurs, il est complètement investi par des puces électroniques sur lesquelles on n'a aucune maîtrise, qui viennent en particulier de Taïwan, et ce qui provoque justement cette convoitise de la Chine, mais qui montre à quel point finalement on n'est complètement pas souverain du point de vue alimentaire, même si la France exporte de la nourriture, mais elle est soumise à une très grande fragilité parce que tous les intrants qu'elle utilise, ben, en fait, elle ne les maîtrise pas. Donc ça, c'est voilà, un constat qui est plutôt pessimiste et qui fait peur. Alors, première chose, c'est de comprendre que ce qu'on appelle la chaîne de valeur, ce qu'on appelait autrefois la filière, c'est-à-dire l'ensemble des activités qui font transiter la matière alimentaire, depuis les producteurs, les agriculteurs, en passant par la transformation, la distribution, jusqu'à la consommation, la gestion des déchets que j'ai pas mentionné là, tous les acteurs en fait qui font transiter les produits alimentaires depuis les agriculteurs jusqu'aux consommateurs. Il faut comprendre que le modèle alimentaire industriel qui a été mis en œuvre, qui s'est en particulier développé après la Seconde Guerre mondiale, il a été mis en œuvre par un ensemble d'institutions, déjà celles qui fournissent des intrants. Alors j'ai mis pour la France ici quelques grands noms des entreprises qui fournissent les semences, les produits phytosanitaires, les engrais, avec à chaque fois des consortiums de défense des intérêts de ces entreprises, hein, la FNAMS, FITEIS, l'UNIFA, qui sont en fait des lobbies extrêmement puissants, plusieurs dizaines de personnes à Bruxelles pour chacun de ces lobbies,
pour défendre leurs intérêts. Ce sont les entreprises du machinisme, également avec de l'interprofession, bien évidemment les fournisseurs d'énergie. Ceux qui gèrent la question foncière, c'est la SAFER en France, le crédit agricole, l'assurance, les infrastructures, marché de gros, et puis tout le dispositif de formation qui a formé les agriculteurs à ce modèle industriel, la recherche qui a aussi jusqu'à très peu de temps encouragé ce modèle et travaillé dans ce modèle, tous les centres techniques agricoles qui conseillent les agriculteurs, ils sont spécialisés par filière, l'information agricole, les journaux, le salon, bien évidemment, une partie, c'est la législation, et en particulier assurée par le ministère de l'Agriculture et la Commission européenne. Les institutions qui défendent à la fois les agriculteurs, mais aussi les entreprises agroalimentaires, les entreprises du commerce, et puis quelques structures publiques qui fournissent également de l'information et qui transmettent la législation. En fait, comprendre qu'aujourd'hui, quand on attaque les agriculteurs ou les industriels ou les supermarchés, en fait, ils ne sont pas seuls responsables de la situation dans laquelle on est. Il y a un monde qui a été installé politiquement depuis l'après-guerre, soutenu par les pouvoirs publics pour installer un modèle. Et la difficulté de changer de modèle, elle tient au fait que nos chaînes de valeur, elles sont coincées, elles sont l'otage de toutes ces institutions. Et si vous examinez les conseils d'administration ou les conseils scientifiques ou les comités de pilotage de toutes ces institutions, vous allez y retrouver beaucoup des mêmes acteurs. Donc, première chose, c'est pas simplement en essayant de convaincre les consommateurs ou de convaincre les producteurs ou de convaincre les industriels qu'on va arriver à changer le système. En fait, il faut mettre en place un autre environnement institutionnel, public et privé, qui permet l'avènement d'un autre modèle. Un mot quand même sur quelque chose qui me paraît important, c'est que historiquement, le système alimentaire, il a été complètement et profondément modifié par des forces qui lui étaient complètement externes. C'est l'énergie, d'abord, qui a transformé le modèle, c'est-à-dire on avait un système alimentaire qui était entièrement basé sur l'énergie solaire et qui passe à un système minier. On va utiliser le charbon, le gaz, le pétrole et puis maintenant l'uranium, mais aussi, je l'ai dit, les mines de phosphate et de potasse pour fertiliser les sols. Donc, l'industrialisation, c'est ça, c'est ce passage du solaire au minier. Les fertilisants, on avait de la biomasse végétale et animale, on est passé au gaz et aux mines, je l'ai dit. C'est l'arrivée de la chimie, c'est l'arrivée de la biotechnologie pour l'amélioration des semences, semences à forte performance, dans ce système d'usage de ressources non renouvelables. Et puis, plus récemment, c'est l'électronique et le numérique qui sont en train de bouleverser le système alimentaire. L'arrivée, les plus gros investisseurs aujourd'hui dans le système alimentaire, ce sont les GAFA, ce sont les entreprises du numérique qui proposent à la fois les systèmes techniques on peut dire, d'optimisation de l'usage des ressources et de contrôle et de surveillance, hein, avec les puces, avec la blockchain, etc. Mais c'est aussi, ne l'oublions pas, ce sont ces industriels aujourd'hui qui investissent dans ce qu'on appelle les protéines alternatives. L'idée étant d'arrêter l'élevage. Il y a un certain nombre de gens qui soutiennent le mouvement vegan de ce point de vue et qui financent aujourd'hui ce qu'ils proposent d'appeler une alimentation sans agriculture, c'est-à-dire avec une production industrielle de nutriments, en particulier des protéines, mais aussi en partie des lipides à partir de 4 sources, les cellules souches, les algues, les bactéries et les levures. Et donc, il y a aujourd'hui un énorme investissement de ces entreprises. Ça commence assez peu en France, encore que les startups sont dessus, mais arrive en tout cas cette proposition que pour réduire les dégâts environnementaux, il va falloir supprimer l'élevage. C'est ce que propose le véganisme. Et pour ça, remplacer en fait l'apport de produits animaux par de la production industrielle. Aujourd'hui, Rocket, la principale entreprise française qui fournit tous les ingrédients à l'industrie agroalimentaire, a décidé, depuis maintenant 5 ans, massivement d'investir dans la protéine d'algues et les lipides d'algues dans des tanks à fermentation. Donc ça veut dire qu'on peut dire que l'alimentation, elle est un peu à la croisée des chemins. Alors comment on fait pour changer le système et déverrouiller et permettre en fait qu'on puisse reconstruire un autre système? La première chose, c'est qu'il me semble que
Quand on constate, il suffit d'aller au salon de l'agriculture pour regarder dans le bâtiment des institutions qui gouvernent le système alimentaire, c'est 90% des hommes blancs. Mais ce sont des hommes et ce sont des hommes relativement âgés. On a absolument besoin de renouveler les générations, on a besoin de féminiser cette gouvernance, notamment parce que, et non pas par essence, mais par construction sociale, ben, en fait, on s'aperçoit, en particulier par rapport à la question de l'agroécologie, ben, que les femmes n'ont pas du tout le même type de sensibilité que les hommes. Elles ont construit une sensibilité qui était différente. La deuxième chose, c'est qu'on constate qu'on a aujourd'hui de la construction de collectifs d'acteurs. En France, ça s'appelle le collectif Nourrir, qui regroupe une soixantaine d'organisations de la société civile qui militent pour un changement de système alimentaire. La bonne nouvelle, c'est qu'ils se sont fédérés et ils essayent maintenant d'aller peser dans la négociation sur la future politique agricole commune ou actuellement sur les orientations de la nouvelle loi d'orientation agricole. On pourra en reparler. À l'échelle européenne, c'est la European Food Policy Coalition. Donc là, c'est des dizaines d'organisations de la société civile qui proposent depuis quelques années la création d'une DG alimentation au sein de la Commission européenne, DG transversale abordant à la fois les questions de santé, de nutrition, de culture, de plaisir, de gastronomie, d'identité, bien évidemment d'agriculture et de santé. Et ça va être un combat de longue haleine, mais en tout cas, c'est plutôt quelque chose qui est très encourageant parce que, par exemple, la composante alimentaire du pacte vert de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, euh, a été co-construit par la European Food Policy Coalition avec une politique ambitieuse de changer de système alimentaire pour le rendre, enfin en tout cas pour qu'il atténue très fortement ces dégâts que j'ai présentés tout à l'heure. Une chose importante, c'est les collectivités territoriales et en particulier les villes qui sont devenues des nouveaux acteurs de la question alimentaire. Les métropoles et les villes se dotent progressivement de politiques alimentaires pour jouer à la fois sur le foncier, les infrastructures, la restauration, la gestion des déchets, la lutte contre la précarité alimentaire. Et c'est intéressant de voir que ce sont vraiment de nouveaux acteurs. Aujourd'hui, plus de 200 villes du monde ont signé un pacte au moment de l'exposition universelle de Milan, ce qui s'appelle le Milan Urban Food Policy Pact, qui est un pacte qui engage les villes, enfin, qui signe un pacte qui les engage à des politiques alimentaires permettant d'aller vers des modèles durables. Et donc aujourd'hui, d'une part, on a beaucoup d'échanges d'expériences entre ces villes, mais désormais, ces villes décident de devenir des acteurs qui essayent de peser dans les négociations pour dire, nous, on représente les consommateurs, on a un certain nombre de préoccupations de santé, d'environnement, etc. Et donc, on veut participer à l'élaboration notamment de la politique agricole commune ou des politiques nationales ou internationales. Ça se passe difficilement, elles ont du mal à se faire entendre, mais c'est une nouvelle force politique. Alors, il est intéressant de voir que le secteur agricole et alimentaire, il a souvent été un peu enfermé sur lui-même, entre agronomes ou entre nutritionnistes, diététiciens. On a vraiment une alliance aujourd'hui à faire avec le secteur de la santé, et en particulier le secteur de la santé préventive. À la Commission européenne, la DG Santé est celle qui soutient le plus la nouvelle politique alimentaire du Pacte vert, Farm to Fork, parce que, on l'a vu tout à l'heure dans les coûts, parce que les coûts sont extrêmement élevés pour la santé. Donc là, il y a sans doute une alliance politique à tisser entre les gens qui militent pour un changement de système alimentaire et le secteur de la santé qui a quand même une certaine force. Et puis enfin, ce qu'on constate, c'est que les crises sont souvent des leviers qu'il faut savoir utiliser, non pas comme source de danger, mais comme source au contraire d'opportunité, comme le disent les Chinois. En chinois, le mot crise, c'est les deux acronymes, hein, danger et opportunité. Et donc de préparer des propositions politiques au moment des crises, ce que nous n'avons jusqu'à présent pas suffisamment fait avec l'ensemble des acteurs qui sont en coalition pour essayer de changer le système. Alors, quand on parle de démocratie alimentaire, peut-être juste un mot pour finir, c'est une double origine.
Bon, d'une part, c'est le constat que le système il est verrouillé par un oligopole d'acteurs très très puissants ben, qui en fait empêche tout changement. On vient de le vivre avec la crise des revenus agricoles. Et puis il y a une autre origine qui est un travail qui a été fait par tous les gens qui travaillent sur la question de la pauvreté. Et je vous recommande de ce point de vue, mais vraiment le formidable travail d'ATD Carmonde et de l'Université d'Oxford, qui pendant 4 ans ont mené une recherche participative dans plein de pays du monde, en mettant des gens qui vivaient des situations de pauvreté en capacité de participer à la construction de qu'est-ce que ça veut dire la pauvreté pour eux. Et le résultat est très intéressant. Le résultat montre que finalement, la définition de la pauvreté par les gens qui la vivent n'est pas tellement le manque de moyens économiques ou de moyens matériels, que c'est ce qu'ils ont, après un long et qui a duré plus d'1 an, débat entre tous les pays, c'est ce qu'ils ont appelé le dessaisissement du pouvoir d'agir. Et finalement, déplaçant la question de la pauvreté d'une question qui était essentiellement vue comme une question économique, une question de manque de ressources, de manque de moyens, à une question politique, qui est un manque de pouvoir. Et ce n'est pas simplement un manque, le débat a porté sur le fait que c'était plutôt le dessaisissement, c'est-à-dire le fait qu'on avait confisqué ce pouvoir, on n'avait pas reconnu ce pouvoir, on prend la main sur les gens, sur les pauvres, hein, on leur dit ce qu'il faudrait qu'ils mangent parce qu'on pense qu'ils ne mangent pas bien, on se permet de les conseiller, on se permet de les former. On a vraiment une prise de pouvoir sur la question de la pauvreté et qui a conduit finalement à reconnaître qu'un des grands enjeux aujourd'hui du système alimentaire, c'est de redonner aux citoyens la capacité de reprendre la main sur son système alimentaire. Alors comment concrètement on fait ça? Il y a plusieurs pistes. Les conseils urbains de politique alimentaire, alors il y en a encore assez peu en France, ils se sont beaucoup développés en Amérique du Sud d'abord, à Belo Horizonte, hein, qui est vraiment l'exemple emblématique d'une ville qui construit une politique alimentaire avec un conseil de la sécurité alimentaire de la ville de Belo Horizonte, dans lequel on a à la fois des citoyens, des médecins, des agronomes, des gens de l'éducation. On a comme ça un travail intersectoriel. Le résultat, c'est que sur 2 mandats du maire de Belo Horizonte, ben, il n'y aura plus de faim, il n'y aura plus de gens qui meurent de faim et qui souffrent de la faim dans la ville de Belo Horizonte. Lula, quand il arrive au pouvoir sur son premier mandat, ben, il connaît bien le maire de Belo Horizonte, qui est du même parti que lui, le Parti des travailleurs, et c'est comme ça qu'il transforme la politique de la ville de Belo Horizonte dans la politique nationale du Brésil, qui s'appelle Fome Zero, et qui va effectivement, sur les mandats de Lula, éradiquer le Brésil de la carte de la faim des Nations Unies, arrivant par un travail intersectoriel, arrivant à mener une politique ambitieuse avec une vraie volonté politique. Alors après, il y en a eu beaucoup en Amérique du Nord, il y en a eu beaucoup au Canada, dont on s'inspire aujourd'hui en France. C'est ce qu'on appelle les projets alimentaires de territoire, les projets alimentaires territoriaux, les PAT, donc un collectif d'acteurs sur un territoire donné qui se met autour d'une table pour essayer de repenser son système alimentaire. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent, il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais en tout cas, ça c'est quelque chose qui me semble vraiment aussi intéressant. Et puis enfin, on voit vraiment des comités citoyens de l'alimentation émerger. Alors on a l'expérience québécoise connue qui s'appelle les tables de la sécurité alimentaire, où des citoyens dans leur quartier se réunissent pour faire des propositions aux politiques, mais dans un contrat dans lequel les politiques se sont engagés, un, à les écouter, et deux, à mettre en œuvre des propositions après discussion, parce que toutes les propositions des citoyens ne sont pas forcément acceptables. C'est ce qu'on a créé à Montpellier depuis 1 an et demi, avec un comité citoyen de maintenant 70 membres, qui a mis en place une caisse alimentaire commune et aujourd'hui est en train de proposer aux autorités municipales de construire le paysage alimentaire de chacun des quartiers par un dialogue entre citoyens et politiques. Ça, c'est ce projet qui a été monté. Vous pourrez en trouver des détails sur le site du projet Territoires à vivre à Montpellier. C'est la mise en place de ce comité qui a décidé de porter une caisse alimentaire commune, de travailler avec les chercheurs, de travailler avec les politiques. Et on est aujourd'hui dans
dans un conseil dans lequel on a les politiques, on a les citoyens, on a la recherche, on a un certain nombre d'experts qui participent, de représentants de producteurs qui participent à essayer de construire un autre système alimentaire. On a, pour finir, à comprendre qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a construit un espèce de contrat social dans lequel le but, c'était produire un maximum de nourriture pour la payer le moins cher possible, sans faire courir de risques aux consommateurs à court terme, sans empoisonnement par les bactéries et les virus, hein, avec un contrôle sanitaire sur le court terme, très important. Et en France, en valorisant les typicités territoriales, c'est toute la politique des appellations d'origine. Alors, ce système, il a permis de nourrir la population pas chère, il a permis de créer un secteur secondaire compétitif, tertiaire compétitif, parce que les salaires des secteurs secondaires et tertiaires, ils sont aussi indexés sur le coût de l'alimentation. Mais on l'a vu, c'est un système qui aujourd'hui coince. Donc maintenant, on a besoin de construire un autre système. Et en fait, je pense que ce qui est important, c'est de surtout pas se dire que ce sont les experts ou que ce sont les entreprises qui aujourd'hui nous proposent de nouvelles fuites en avant avec la révolution génétique, numérique et robotique à décider de ce système. Il faut que ce soit les citoyens qui soient en capacité de participer à un débat que nous appelons de nos voeux, un débat important, profond, long, au travers de conventions citoyennes. C'est ce qu'on essaie de construire, c'est-à-dire de citoyens non pas volontaires, surtout pas volontaires, mais tirés au sort, rémunérés, comme l'ont été les conventions citoyennes, mais à condition que les autorités publiques s'engagent contractuellement avec ces conventions pour les écouter et les prendre en compte. Alors, on a beaucoup de débats entre nous de savoir s'il vaut mieux faire une convention citoyenne nationale ou des conventions locales. Moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'il faut partir de conventions locales et que quand on en aura plusieurs dizaines ou voire plusieurs centaines, elles peuvent se fédérer dans une convention nationale et ça donne un poids politique vis-à-vis des lobbies industriels ou vis-à-vis des lobbies politiques aujourd'hui. Mais c'est très compliqué à faire et moi, je veux bien qu'on en débatte entre vous parce que je sais quand même que vous êtes au cœur de ces questions avec le pacte civique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Quatre premières questions, donc, c'est la loi Egalim. Est-ce qu'elle peut conduire à une rémunération plus juste des agriculteurs? La seconde, c'est il semble que les gens considèrent que tout est acquis au niveau alimentation, y compris santé, les impacts sur la santé, et donc il y a peu de mobilisation. Et la question, c'est pourquoi y a-t-il aussi peu de mobilisation? La troisième question, c'est en ce qui concerne les protéines, euh, est-ce que bon, est-ce qu'on ne devrait pas encourager en priorité la consommation des légumineuses et par ailleurs un minimum de viande? Et la quatrième question, c'est qu'attendre des coopératives pour le changement? Est-ce qu'elles peuvent jouer un rôle le modérateur, dit l'intervenant? Voilà les quatre premières questions. Tu pourrais peut-être essayer d'y répondre. D'accord, merci. C'est des questions très pertinentes et du coup très difficiles, hein, en tout cas pour essayer d'y répondre vite. Bon, la loi Egalim, effectivement, a prévu un certain nombre de dispositions pour essayer de rééquilibrer les rapports de force dans la négociation des prix entre les industriels de la transformation de la distribution et les agriculteurs. En fait, ça fonctionne pas bien, c'est-à-dire que on voit aussi que juridiquement, c'est très compliqué d'arriver à contraindre des industries de la transformation et surtout de la distribution qui ont de plus en plus de pouvoir pour leur imposer en fait de respecter un certain nombre de règles. Alors, vous avez vu qu'au moment du Salon de l'agriculture, le président Macron a improvisé une proposition de revenus ou de prix minimal.
ce qui est extrêmement compliqué à mettre en œuvre, sachant que ça peut fonctionner si l'État, du coup, est capable de s'engager à acheter au prix minimal si le prix du marché est en dessous du prix minimal. En tout cas, on ne sait pas faire, en tout cas dans notre société libérale aujourd'hui, on ne sait pas faire respecter un prix minimal qui serait légiféré. Il faudrait que l'État ait la capacité d'acheter au prix minimal pour qu'il arrive à effectivement être respecté, ce qui n'est absolument pas envisagé dans la mesure. Donc en fait, cette mesure, elle est extrêmement démagogique, mais elle est très compliquée à mettre en œuvre. Pourquoi les consommateurs sont peu mobilisés? Si j'ai bien compris la question, en fait, si vous dites à la majorité des Français qui n'ont pas de marge de manœuvre, que ce soit en matière d'argent, de temps, d'espace, comment il faudrait faire pour manger mieux, ce qui se traduit généralement par faire beaucoup plus d'efforts, ben, en fait, vous avez beau leur dire qu'il faut faire, voilà ce qu'il faudrait faire, en fait, vous leur en donnez pas les moyens ni matériels, ni les moyens économiques, ni les moyens sociaux. Par exemple, sachant que aujourd'hui, la réduction de la consommation de viande n'est pas encore une norme sociale, même si elle émerge un peu du côté du flexitarisme. Je me méfie beaucoup de cette idée que c'est le citoyen consommateur qui, par ses choix, va transformer le système. Oui, il peut donner des signaux aux entreprises. Il en a donné sur le commerce équitable, mais vous avez vu aussi que le commerce équitable, une fois qu'il a envahi le domaine du café, un tout petit peu de la banane, parfois du chocolat, en fait, on a saturé le besoin d'équité des consommateurs très vite. Et on a aujourd'hui un marché du commerce équitable qui finalement augmente extrêmement lentement par rapport aux enjeux. On voit aussi que la bio a été vantée à un moment comme un moyen de manger plus sain et de respecter la biodiversité en utilisant moins de produits chimiques et de pesticides. Et qu'en fait, le problème, c'est que la bio, elle est plus chère, que la baisse du pouvoir d'achat post-Covid, elle s'est traduite par le fait que ben, les gens n'ont pas les moyens d'acheter bio, et que pour résoudre aussi cette tension de savoir qu'il faudrait donner du bio à ses enfants alors qu'en fait c'est trop cher, eh ben, ça se traduit par un rejet même du bio, qui a été aussi très alimenté par un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas favorables à ce mode de production. Donc se dire que le consommateur est le responsable, ou en tout cas le principal acteur, il a sa contribution à faire, mais c'est ce que j'ai essayé de montrer tout à l'heure quand j'ai montré l'environnement des acteurs de la chaîne de valeur. Je vais vous donner un exemple. Si vous voulez faire du vélo aux gens, c'est pas la peine d'essayer de les sensibiliser que le vélo c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement, tout le monde le sait. Le problème, c'est que si vous ne faites pas du vélo dans la ville, c'est parce qu'il n'y a pas de piste cyclable sécurisée, il n'y a pas de garage à vélo protégé où vous ne les faites pas voler, où ils sont abrités quand il pleut. C'est trop cher si vous avez besoin d'un vélo à assistance électrique. Alors, il y a des communes qui commencent à subventionner l'accès au vélo électrique, mais ça veut dire aussi que ce n'est pas non plus encore une norme sociale. La norme sociale, c'est encore de prendre sa voiture. Les bâtiments, quand on les construit, on prévoit des places de parking pour les voitures. C'est légalement aussi comme ça que c'est organisé. Donc, c'est pas simplement en essayant de convaincre le consommateur que ça va faire changer le système, il faut changer l'environnement du consommateur, l'environnement de l'agriculteur, l'environnement des industriels pour permettre de faire advenir un autre modèle et contraindre le modèle existant. Est-ce qu'il faut encourager la consommation de légumineuses et de réduire la consommation de viande? Moi, je dis qu'il faut réduire la surconsommation de viande. À l'échelle mondiale, il y a des tas de pays dans lesquels il faut qu'elle augmente parce que la viande, elle apporte aussi en particulier du fer héminique qui permet de lutter contre l'anémie. Oui, les légumineuses, mais oublions pas une chose, en France, on consomme trop de protéines en France, végétales ou animales. On est en surconsommation de protéines. Donc si on réduit d'un ou deux repas, si on enlève sur un ou deux repas dans la semaine des produits animaux, que ce soit des produits laitiers ou que ce soit de la viande, on n'est pas obligé de les remplacer par des légumineuses. On peut les remplacer par des légumes tout court, on peut les remplacer par des féculents tout court, parce qu'on est en surconsommation de protéines, sauf dans certaines catégories de population, chez les enfants ou chez les personnes âgées, où dans ces cas-là, il faut être plus attentif.
Mais oui, bien sûr, réduire la surconsommation de viande et en particulier de viande rouge, on sait que c'est vers ça qu'il faut aller. Il y a vraiment un consensus scientifique là-dessus, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a des éleveurs, on a beaucoup d'éleveurs en France et on est un pays d'élevage, et que l'accompagnement à la transition de ces agriculteurs vers d'autres productions, eh ben, elle est difficile et il y a des lobbies importants. Quand même, il faut savoir que la Fédération française bovine a eu un président au lendemain des États généraux de l'alimentation, décidé de se mettre à discuter avec les ONG environnementales pour essayer de construire un nouveau type d'élevage durable, d'élevage plutôt à l'herbe, d'élevage pouvant capter du carbone, d'élevage qui permettent de réduire aussi les émissions de méthane lors de la digestion des ruminants. Et donc, il y a eu un vrai travail très intéressant, multi-acteurs, de gens qui condamnaient la consommation de viande. Ils se sont mis autour de la table et ils ont négocié pendant des années pour essayer de faire advenir un autre modèle. Ce qui montre qu'on peut y arriver si on n'est pas trop dogmatique et si on ouvre le débat et qu'on se met dans des conditions d'arriver à débattre et trouver des compromis. Les coopératives, en fait, plus largement, je dirais oui, et toute l'économie sociale et solidaire est aujourd'hui un nouveau modèle d'entreprise qui est particulièrement intéressant, qui cherche à se fédérer. Alors, les coopératives en tant que telles, elles ont été porteuses de cette économie sociale et solidaire. Certaines ont tellement grossi qu'elles sont devenues des entreprises capitalistes comme les autres, en ayant quand même pas mal oublié leur dimension sociale et solidaire. Mais bien évidemment, tous ces mouvements, et c'est les SIC, et c'est les SCOP, et c'est les coopératives qui sont aujourd'hui des nouveaux modèles du fonctionnement des entreprises qui ne sont pas obligatoirement dédiés à maximiser leurs profits en matraquant l'environnement et la santé. Et on a aujourd'hui une certaine convergence entre, d'une part, l'économie sociale et solidaire et ce qu'on appelle aussi la responsabilité sociétale des entreprises, avec l'émergence, par exemple, des entreprises à mission ou des entreprises qui se dotent de certifications très exigeantes et qui rejoignent de ce fait un peu l'économie sociale et solidaire. Sur le deuxième bloc de questions, juste avant, la question a été, comme d'habitude, posée d'un replay. Et je crois que Charles m'a assuré qu'il y aurait effectivement un support, un replay de cette conférence. Donc le deuxième et dernier bloc de questions, en fait, la première question, c'est sur qu'est-ce qu'on peut espérer au niveau de l'impact de la féminisation de la gouvernance. Donc, que peut-on espérer? Le deuxième, c'est qu'attendre des syndicats. Le troisième, c'est, disons, qui a le dernier mot finalement dans tout ça? Est-ce que c'est le consommateur ou est-ce que ce sont les experts? Et enfin, encore deux dernières questions. Euh, Est-ce que le gouvernement pourrait faire un effort pour que la nourriture scolaire et dans les EHPAD, dans les cantines administratives, etc., euh, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire dans ce sens-là? Et a été manifestée en même temps une inquiétude sur l'évolution de la filière bio, qui effectivement est en perte de vitesse. Et enfin, la dernière question, c'est euh, en ce qui concerne les aides à la PAC, ne faudrait-il pas passer de l'aide à l'hectare à l'aide à l'exploitation? Voilà. Merci, j'étais en train de noter. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la féminisation? Les travaux qui sont faits aujourd'hui pour regarder comment les femmes en agriculture ou les femmes chefs d'entreprise, quelles sont leurs sensibilités, en particulier par rapport aux questions environnementales, aux questions sanitaires, montrent qu'elles ont une sensibilité beaucoup plus forte que celle des hommes. C'est pas par essence, c'est pas parce qu'elles mettent au monde des enfants ou parce qu'elles auraient comme ça, parce que les femmes auraient plus de sensibilité. C'est par construction aussi dans leur rapport aux hommes qu'elles ont construit aussi cette attention-là. Donc il y a des travaux de Karine Pionetti, il y a des travaux
de pas mal de gens qui travaillent sur la question genre et alimentation, qui ont montré ça, qui sont intéressants. L'expérience que j'en ai, moi, personnellement, c'est que je vois aussi entre une gouvernance de l'école d'agro, l'Institut agro d'autrefois, par un homme et l'Institut agro aujourd'hui dirigé par une femme, bah, pour moi, c'est vraiment le jour et la nuit dans la façon dont on perçoit ces questions. Alors, la société a évolué, les questions environnementales et sanitaires ont augmenté, mais n'empêche que j'y vois, moi, personnellement, dans mon entourage, bah, quand les femmes dirigent les entreprises, bah, ou les organisations, bah, ça se fait pas avec les mêmes sensibilités, les mêmes priorités. La question des syndicats, elle est compliquée parce que les syndicats sont tous en perte de vitesse, y compris les syndicats agricoles, hein. Vous avez vu la bataille qu'il y a entre les syndicats agricoles aujourd'hui par rapport aux élections des chambres d'agriculture qui ont lieu dans un an. N'oubliez pas que 55% des agriculteurs ne votent pas pour les syndicats. On a une désaffection des syndicats en général. On a des nouveaux corps qui émergent, beaucoup plus informels, des réseaux. Et par exemple, en agroécologie, en agriculture, c'est intéressant de voir qu'il y a une multiplication de réseaux d'échanges d'expériences entre agriculteurs qui ne passent pas par les syndicats, qui ne cherchent pas forcément à prendre du pouvoir politique, ce qui est quand même sans doute un peu le problème, parce qu'aujourd'hui, le pouvoir politique, il est en négociation exclusivement avec les syndicats. Mais peut-être que cette crise qu'on vient de connaître sur les revenus agricoles révèle aussi bah, à la fois que la FNSEA, toute puissante et pas si toute puissante que ça, qu'elle ne représente pas forcément si bien que ça le monde agricole. Et ça va nous obliger à trouver des nouvelles formes de corps intermédiaires. C'est aussi pour ça que je crois à l'intérêt de créer des espaces de dialogue multi-acteurs, Mhm. ce que vous avez tenté de faire hein, dans l'Isère à propos de la question de la viande, mais pour moi, qui vont d'arriver à se comprendre entre acteurs, agriculteurs, citoyens, pour essayer de rebâtir un contrat social autour de l'alimentation. Bon, c'est ça qui me semblait bien. Alors, on essaie de discuter aussi maintenant avec les syndicats, et notamment aussi les syndicats ouvriers, hein, avec la CGT, la CFDT, qui jusqu'à présent traitaient assez peu de la question alimentaire, hein, Mhm. laissaient plutôt ça aux syndicats agricoles, qui défendent plutôt les intérêts des agriculteurs que l'alimentation. Et donc, bon, c'est un travail que le collectif Nourrir essaie de faire, par exemple, avec les syndicats. Et le dernier mot, est-ce que c'est le consommateur ou les experts? Moi, je pense que c'est les politiques qui ont le dernier mot souvent, parce que c'est en France, la politique agricole commune, c'est 9 milliards d'euros par an hein, qui se déversent dans le monde agricole, qui a un effet structurant absolument considérable. Et l'enjeu, il est là. Il n'est pas uniquement de savoir ce que veut le consommateur, qui est pas, oui, qui a une partie de liberté de choix, mais qui est quand même encadré par tout un système institutionnel, ce que j'ai essayé d'expliquer. Enfin, je vous recommande le livre de Sadi Lalou qui s'appelle la théorie des installations. Bon, vous en trouvez un fabuleux exposé en français, parce que en fait c'est Installation Theory, c'est un bouquin qu'il a écrit en anglais, et qui est une synthèse de 50 ans de recherche sur le comportement individuel qui montre à quel point cette idée que le consommateur est libre de ses choix est un piège et qu'en fait, il est encadré, il a une part de liberté, mais il est encadré par, bah, évidemment, des normes sociales et puis aussi par des normes et des installations, comme il appelle ça, matérielles. Cantine scolaire, nourriture scolaire, oui, c'était d'ailleurs une des recommandations de la loi Egalim. N'en faisons pas forcément, n'imaginons pas que c'est ça qui va révolutionner le système alimentaire. Les repas scolaires en France, c'est pas plus que 3% des repas consommés dans le pays. Parce que les enfants ne mangent pas tous les repas dans la cantine, que tous les enfants ne vont pas à la cantine et que l'école, elle est grosso modo ouverte un jour sur deux dans l'année. Et quand on fait le calcul du nombre de repas scolaires, on est à pas plus de 3% des repas consommés. Mais c'est un levier extrêmement important pour un apprentissage de nouvelles formes de solidarité entre des mangeurs qui savent même plus comment on produit du fromage, des saucisses ou je sais où de l'huile. Et donc de se servir de la restauration scolaire comme un moyen de redonner intérêt aux enfants et aux futurs adultes qu'ils sont sur ce que c'est que les contraintes de l'agriculture, sur la façon dont ça fonctionne,
ça me semble extrêmement important. On aura du mal à le voir à court terme, il faudra attendre l'arrivée de nouvelles générations réconciliées avec la question agricole. Inquiétude sur la bio, oui, moi aussi, très inquiet. On ne voit pas ce qui va la faire remonter. Et donc, on a aujourd'hui, reconnaissons-le, une véritable reculade sur les questions environnementales et également sur les questions sociales, qui sont liées à des jeux politiques qu'on connaît. Et donc, pour le moment, c'est vrai on a malheureusement ben, probablement à voir venir une aggravation de la dégradation de l'environnement et en particulier de la biodiversité. Et en même temps, on voit des agriculteurs qui sont parfaitement conscients de ça, qui sont parfaitement conscients que leur rendement stagne, qui sont parfaitement conscients que le manque de pollinisateurs est un véritable drame qui, dans quelques années, va vraiment poser des questions sur la production. Mais quand vous discutez avec eux, ils vous disent, mais on sait, mais on est coincé, on n'a personne pour nous accompagner, qui est là pour nous proposer un autre modèle. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on nous a proposé le modèle industriel. Aujourd'hui, allez-y, mettez en place des institutions qui vont nous proposer, nous accompagner, nous faire prendre des risques, nous sécuriser un minimum pour advenir vers un autre modèle. Ne nous donnez pas la responsabilité de nous décider envers et contre tout le monde à essayer de changer de modèle. Et je pense que ça, c'est vraiment important à entendre. Oui, bien sûr, on a beaucoup milité pour que la PAC passe d'une aide à l'hectare qui favorise l'agrandissement éternel des exploitations vers une aide aux agriculteurs, en fonction en particulier aussi des efforts environnementaux qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire que la PAC serve, que 9 milliards par an servent en fait à financer une transition vers un autre modèle. On a perdu la négociation sur la dernière PAC. La dernière PAC a été négociée par Julien de Normandie avec la FNSEA. Il n'a même pas consulté les services, il n'a pas consulté les experts. Ça a été construit pour essayer de faire durer le système encore un peu plus longtemps. Mais c'est absolument étonnant de voir à quel point, dans les crises qu'on vient de connaître depuis 2 mois, en fait, tout le monde sait qu'on va au mur et tout le monde sait qu'on ne peut pas continuer, mais en fait, on essaie de faire durer parce que c'est compliqué d'arriver à tout changer et de changer tout le système, c'est-à-dire toutes ces institutions à la fois. Et sans doute, c'est pour ça que je dis, sans doute il faudra des crises. Je ne pense pas que le changement se fera dans la douceur, je pense qu'il se fera dans la douleur, au moment des crises, quand vraiment on verra qu'on ne peut pas continuer et qu'à ce moment-là, ça ouvre des possibilités de renégocier autre chose. Je vais te laisser juste une toute petite question pour terminer, et puis après, on va clore la réunion, le webinaire. Est-ce que les écolos discutent avec les agriculteurs? C'est ça la question. Oui, bien sûr, beaucoup. Parce que, euh, en fait, beaucoup d'agriculteurs, dans leur pratique de connaissance de leur milieu, de compréhension de ce que c'est que l'intérêt de telle plante, en fait, ont une connaissance écologique qu'ils ont beaucoup perdu avec l'industrialisation de l'agriculture. Mais quand on va retrouver des vieux agriculteurs pour discuter de leurs pratiques agricoles, et en particulier ceux qui ont pas industrialisé très vite leur agriculture, en fait, on a vraiment une connaissance écologique absolument étonnante. Donc oui, les écologues, les gens qui travaillent, qui font de la recherche en écologie, et qui sont souvent d'ailleurs aussi des militants écologistes parce qu'ils ont une sensibilité par rapport à la dégradation qu'on voit. Ils discutent beaucoup avec des agriculteurs, pas forcément avec les agriculteurs de la Beauce, qui utilisent beaucoup d'engrais, de pesticides, de variétés issues des industries semencières. Mais en fait, il y a un savoir absolument extraordinaire chez les agriculteurs en matière d'écologie qu'il faut arriver à revaloriser. On a considéré que les agriculteurs étaient des ignares parce qu'en milieu rural, on allait peu à l'école. Donc l'agriculteur, fallait le former, fallait lui expliquer la modernité, fallait lui transmettre la modernité, et donc on les a formés au modèle industriel. On a complètement nié tout leur savoir. Ils avaient un savoir, ils avaient une connaissance, les oiseaux, les insectes, les plantes, les haies, ils savaient pourquoi ils les entretenaient. On leur a dit, bon, maintenant, il faut supprimer tout ça, il faut agrandir les parcelles, il faut mécaniser.
Mais ce savoir-là, on l'a beaucoup nié. Aujourd'hui, on le trouve encore. Et on trouve aujourd'hui des jeunes agriculteurs qui ont su essayer de réapprendre auprès des anciens et faire évoluer les techniques des anciennes. C'est pas, on revient pas au système d'avant. Il faut innover. Il y a des nouveaux enjeux. Il y a le changement climatique. Il y a l'arrivée de nouvelles variétés. Il y a des nouveaux animaux qui arrivent. Bon, donc tout ça se réapprend. Mais bien sûr que les écologues et les écologistes discutent avec les agriculteurs. Et bon, il y a un syndicat agricole qui est la Confédération paysanne qui est extrêmement sensible à ces questions-là, qui n'est pas véritablement un syndicat de défense des agriculteurs, de défense de leurs revenus, et qui du coup, c'est aussi pour ça qu'elle décolle peu dans les votes aux chambres d'agriculture, mais c'est tout un monde agricole. Alors, oublions pas, je l'ai dit tout à l'heure, 55% des agriculteurs ne votent pas parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans les syndicats proposés. Et que donc, il y a aussi chez ces gens-là des réseaux qui s'organisent d'échanges de pratiques, et en particulier de pratiques écologiques, de pratiques en permaculture. Bon, il faut aller dans la Biovallée, dans la vallée de la Drôme, qui est un des endroits où on trouve le plus de gens intéressants de ce point de vue, qu'on retravaillé ces questions, qu'on essayé de repenser avec une politique territoriale qui a essayé d'accompagner tout ça. Eh bien, un très grand merci, Nicolas, pour la qualité pédagogique de ton exposé, l'importance des enjeux que tu nous as bien montrés, et qui sont effectivement devant nous avec un mur possible. Euh, Aussi, ta grande compétence qui s'est traduite par tes réponses à des questions très variées euh, au cours de la dernière partie de la réunion. Et je voudrais aussi remercier très vivement tous les participants à ce webinaire avec l'organisateur Charles Cussot. Voilà, et je vous souhaite, nous allons nous quitter et je vous souhaite une très bonne soirée. Au Merci revoir. beaucoup, en tout cas, Michel. Et moi, ce que je voudrais juste vous dire pour finir, c'est que vous avez envie d'aller plus loin sur tous ces sujets. Ouais. Le site internet de la chaire UNESCO Alimentation du Monde est un centre de ressources sur lequel il y a énormément de choses sur tous ces aspects, que ce soit la question, tout ce qu'on a un peu discuté et bien d'autres. Et donc, n'hésitez pas à aller regarder sur le site de la chaire et à nous écrire si vous avez besoin de poursuivre la discussion. On est toujours ouvert à la discussion. C'est comme ça qu'on avance. Ah, Oui, c'est super. j'avais envie de dire aussi que ce serait super intéressant de travailler avec toi, Nicolas, sur les caisses communes de sécurité sociale, tout ce qui est en train d'être porté par les citoyens et en direction des précaires aussi et de la solidarité. Je trouve que ça serait intéressant de faire un webinaire là-dessus. Oui, oui, bah pour les gens qui s'intéressent à la question de la démocratie alimentaire et des questions de lutte, de nouvelles formes de lutte contre la précarité alimentaire, d'une part, fin septembre, la chaire UNESCO va organiser les deuxièmes rencontres sciences-société sur cette question-là à Montpellier, 26-27 Ah, septembre. mhm. Vous trouverez ça sur le site de la chaire. On avait fait ça il y a 2 ans pour recenser un peu quels étaient les scientifiques qui travaillaient sur ces questions de démocratie et de démocratie alimentaire et de lutte contre la précarité alimentaire. Et puis, on avait invité aussi plein de gens qui essayent de faire autre chose que de l'aide alimentaire classique, on va dire, qui est très utile pour l'urgence, mais qui s'est généralisée comme solution, on va dire, universelle et qui pose énormément de problèmes. Donc, cette deuxième rencontre aura lieu fin septembre à Montpellier, 26-27. Guettez sur le site de la chaire. Voilà. Et puis, vous y retrouverez aussi sur ces questions-là. On a fait plein de webinaires, de séances. Donc, n'hésitez pas déjà à vous nourrir de ça. Et puis, D'accord, bien sûr, on redialogue, on rediscute quand vous voulez. super. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Nous allons nous quitter et vraiment, c'était très enrichissant. Merci Tant beaucoup. mieux.